les industriels, via des contrats de collaboration de recherche, des thèses, des postdoctorants, des projets de fin d'études. Et le deuxième critère de sélection de ces laboratoires, de ces centres techniques, c'est l'excellence scientifique, c'est-à-dire des laboratoires qui rayonnent à l'international. Donc voilà, donc l'idée de ces Carnot, là, c'est de se regrouper entre Carnot, entre laboratoires et centres techniques, dans le cadre d'une filière, la filière mobilité. Donc on va toucher à l'automobile évidemment, mais tout ce qui est mobile, sauf les avions, j'ai envie de dire, et d'aller au-devant des PME, TI, TPE, pour les aider. Alors, comment c'est structuré? On peut structurer en défi, c'est-à-dire que chaque Carnot qui a des compétences un peu spécifiques va plutôt vous apporter des offres de compétences. Alors, c'est à la fois des plateformes et des experts, évidemment. C'est toujours cette double approche. Des moyens, des équipements que vous avez sûrement pas accès au niveau du PME, et puis des experts, évidemment, dans nos Carnot. Donc, une segmentation par défi, alors plutôt la motorisation. Donc là, on sera plutôt avec les instituts type IFP, énergie du futur. Sur le volet numérique, on va dire TIC et mobilité, donc on aura nos collègues des arts, tout ce qui touche à la conduite et ce genre d'approche plutôt numérique. Et aujourd'hui, vous allez voir, on va plutôt focuser sur tout ce qui est matériaux d'architecture, au travers ce webinaire focus contrôle non destructif. On parlera allègement, on parlera sécurité. Alors, ensuite, si on décline un petit peu les compétences qu'il y a derrière, comme je viens de le dire, on va plutôt être sur le volet, le défi matériaux d'architecture. Donc, tout ce qui est en lien avec les problématiques de vibration acoustique, dès qu'on va innover dans des beaux matériaux, quels sont j'ai envie de dire, les approches scientifiques et techniques à bien maîtriser, et aussi tout ce qui tourne autour des machines tournantes. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler contrôle non destructif au travers ces trois sous-thématiques, on va dire. Alors après, concrètement, qu'est-ce que c'est que cette filière? Qui y a derrière? C'est ce que je disais tout à l'heure, donc 50 plateformes, donc vous imaginez des équipements, et surtout 8000 chercheurs. Donc on s'est structuré, j'ai envie de dire, dans la filière automobile mobilité, sur tout le territoire, et on adresse à chaque fois les PME, les ETI. L'autre information peut-être importante, c'est qu'il y a une dizaine de chargés de développement, donc plutôt une action commerciale, comme ce que je suis en train de faire, renseignés en réseau, et si jamais on a une demande dans le nord de la France à laquelle on ne peut pas répondre parce que le Carnot à proximité, sa plateforme n'est pas disponible, ou l'expert n'a pas le temps, je ne sais pas, on s'informe entre nous et on peut peut-être traiter le problème dans une autre région de la France. C'est vrai que la première approche, ça reste régional pour pouvoir vous répondre plus rapidement. Donc voilà, résumé, des plateformes, des experts, ça c'est la filière. Ce que je peux aussi vous dire qui est assez important, c'est que tous nos laboratoires ont l'agrément CIR, donc doublement du CIR, donc c'est-à-dire toutes vos dépenses de R&D, vous pouvez déjà enlever 60% qui passeront au CIR. Voilà, donc ça c'est assez important de savoir qu'on a du financement derrière pour innover avec vous. Et je le rappellerai en fin de webinaire, en fait, ce webinaire est aussi là pour introduire 2 journées techniques, donc des journées où vous allez pouvoir venir nous rencontrer sur le terrain, j'ai envie de dire, avec nos experts. On aura des showrooms, des plateformes aussi à vous montrer. Donc en ce qui concerne Lyon, il y aura une journée technique le 28 novembre. Donc on vous enverra une invitation pour ceux que ça intéresse. Et pour ce qui est de la région Île-de-France, donc là, ça sera une journée technique au CETIM à 110 au mois de novembre prochain. Voilà, donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc je propose à Henri Balazec de prendre la main et d'introduire un petit peu, de commencer à nous parler de contrôle non destructif. Merci. Merci. Donc Henri Balazec, CETIM. Donc le contrôle non destructif s'inscrit dans une évolution de l'utilisation des matériaux mécaniques avec un environnement dans lequel on demande plus de sécurité
aux pièces mécaniques, il faut assurer la sécurité des installations et une fiabilité. Il ne faut pas que les pièces tombent en panne, ce qui semble une évidence, mais c'est une évidence de plus en plus affirmée. Donc, il y a des exigences de qualité importantes et une importance plus grande accordée à l'intégrité des pièces, que ce soit l'intégrité des pièces à travers le contrôle au moment de la fabrication, pendant la fabrication et également au cours de l'utilisation des pièces. Donc, un besoin de qualité accrue et qui peut être défini soit à travers des normes, soit à travers des procédures internes des entreprises et qui peut être mise en œuvre soit dans l'usine, soit aussi lors de contrôles sur site au cours de l'utilisation des pièces. Donc, de plus en plus d'importance apportée à la qualité des pièces CND et via le CND et qui se manifeste par un intérêt pour la détection de défauts. Ça, c'est une thématique déjà classique dans le contrôle non destructif de tout temps. Depuis que les contrôles non destructifs existent, ils étaient dédiés à la détection de défauts. Et maintenant, on a un champ du contrôle non destructif qui se développe de plus en plus. C'est la caractérisation des matériaux, où là, on va s'intéresser non pas seulement à la présence de défauts, mais on va s'intéresser également à la qualité du matériau, c'est-à-dire au niveau des contraintes et au traitement. Là, j'ai un souci pour progresser dans la diapo. Bon, ok. Donc ça, c'est Donc les méthodes qu'on va vous proposer consistent. Donc on a un temps limité. Donc on va vous proposer de présenter la thermographie active en relation avec en alternative aux méthodes existantes de contrôle. Les ultrasons multi-éléments en évolution par rapport aux méthodes traditionnellement utilisées qui sont les ultrasons traditionnels ou la radiographie, la caractérisation des matériaux dont je viens de vous parler qui consiste à contrôler la microstructure, les contraintes, l'émission acoustique et qui permet de détecter l'évolution des défauts au cours des sollicitations de la matière. La détection de défauts sur machine tournante, là on est sur des applications extrêmement industrielles, et la tomographie rayon X qui maintenant permet d'accéder aux rêves des utilisateurs, des mécaniciens, c'est-à-dire voir les pièces en 3D, dimensionner les pièces en 3 dimensions et également visualiser en 3 dimensions les défauts à l'intérieur des pièces. Alors, moi je n'arrive pas à passer à la diapo suivante, curieusement. Voilà, merci. Donc, les fissures, donc dans un cas, la détection de défauts que je vais vous présenter, on va s'interroger à l'hétérogénéité de la matière, détection des inclusions, porosité sous flux. On va positionner les défauts à l'intérieur de la matière, les dimensionner, puisque les codes insiste beaucoup là-dessus. Il faut non seulement positionner les défauts pour savoir s'ils sont dangereux, et également les dimensionner. Également, on s'intéressera au contrôle de délaminage, de décollement, et détection de délaminage sur composite. Donc, on va passer à la diapo suivante. Donc, on passe sur la thermographie active, diapo suivante, qui est une méthode qui a été développée. Alors, à l'origine, la thermographie s'est beaucoup développée dans l'aéronautique, en contrôle sur les composites, et elle a évolué au lieu de simplement contrôler les pièces en regardant leur profil thermique, eh bien, on a développé une technique active qui permet de réaliser des images de la réponse thermique de la pièce, des images avec une excitation impulsionnelle. Alors ici, dans le domaine mécanique, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser cette méthodologie en alternative à la magnétoscopie qui est représentée sur ce transparent, où on voit un contrôle qui est réalisé de manière manuelle, obligatoirement manuelle,
pour détecter des fissures à la surface des pièces, mais qui n'est pas traçable, c'est-à-dire que l'opérateur, c'est un opérateur qui visuellement dit s'il y a des défauts ou pas, et donc manque de traçabilité et une certaine complexité dans la mise en œuvre opératoire. On passe à la suivante. La thermographie est une alternative à cette méthodologie qui consiste à exciter la pièce thermiquement. Donc, ce que vous voyez ici, vous avez au milieu de l'écran un excitateur, une lampe flash, qui va envoyer une impulsion de chaleur à la surface du matériau. La chaleur produite à la surface du matériau va se propager à l'intérieur de la pièce. Et s'il y a des défauts à l'intérieur de la pièce, eh bien, on va bloquer la chaleur, la propagation de la chaleur, ce qui va provoquer une élévation de la température de la pièce de quelques dixièmes de degrés. C'est quelque chose de très, très fin, très faible, mais parfaitement détectable par les caméras thermiques modernes. Donc, en ce sens, il faut remercier les militaires qui ont développé toute une technologie de caméras thermiques qui maintenant sont de très, très grande sensibilité et utilisables industriellement. On utilise comme excitateur des lampes flash, qui sont des lampes de photographe, et également des inducteurs, puisque cette chaleur, la production impulsionnelle de la chaleur, on peut la provoquer également à l'aide d'inducteurs. Alors l'intérêt, c'est que on va analyser la réponse thermique de la pièce en examinant sur chaque pixel de la caméra l'évolution de la température et l'évolution de la réponse thermique, pardon, et l'analyse de cette évolution par traitement de signal. Grâce à l'analyse de cette évolution, on va reconstituer une image qui va nous permettre de vérifier s'il y a des défauts à l'intérieur de la pièce ou pas. La suivante. L'intérêt, c'est qu'on n'utilise pas d'effluent, comme dans le cadre de la magnétoscopie. On n'a pas besoin de toucher la pièce. La méthode est rapide, quelques fractions de secondes, sans contact, travaille sur produits composites et métalliques et permet d'avoir une représentation sous forme d'image. Et intérêt ultime, elle est robotisable. Donc ça, c'est un très, très grand intérêt puisqu'elle est robotisable, traçable et on peut réaliser des traitements d'images. C'est une méthode complètement numérique. Et elle permet de réaliser des inspections sur une profondeur de 15 mm sur composite et un peu moins de 5 mm dans le métal pour les très, très gros défauts. Mais globalement, c'est une méthode que nous positionnerons quand même comme méthode de surface en opposition aux ultrasons. La suivante. Donc, cette thermographie active, elle nous permet, en envoyant un flash de chaleur sur une pièce que vous voyez à gauche, de détecter des défauts sur des pièces forgées. Le CETIM travaille beaucoup avec les forgerons. Et donc, ici, on a des pièces qui sont forgées, qui sont dans un état brut, on ne les a pas nettoyées. Et on peut détecter des défauts à la surface de ces matériaux, défauts que vous voyez qui sont fléchés en bleu turquoise. Donc, c'est une même pièce qui est vue sous des angles différents. Et donc, vous voyez, les défauts apparaissent clairement. Alors, l'intérêt aussi, c'est que comme on a une image numérisée, eh bien, on peut réaliser. Déjà, cette image, elle est obtenue grâce à du traitement, des spectres de Fourier. Et ensuite, on peut traiter ces images et pour vérifier par analyse de données, par exemple, la qualité des pièces. À droite, vous avez un exemple d'automatisation pour le contrôle de tulipes qui est réalisé actuellement chez NTN. Donc là, on n'est plus du tout dans le développement de la science, on est dans l'application industrielle puisqu'on a installé un système sur chaîne. Il y a un opérateur qui vient charger pour l'instant à la main les pièces sur le chariot de contrôle. Et tout le contrôle et l'éjection des pièces défectueuses se fait automatiquement grâce au robot. Le robot va positionner la pièce dans le champ de la caméra, va faire tourner la pièce dans le champ de la caméra et va éjecter la pièce si la pièce est défectueuse. Ça, c'est en thermographie, en France, on peut considérer que c'est une installation phare. Il y a des débuts d'automatisation chez d'autres industriels, mais c'est assez novateur. La suivante, s'il vous plaît.
Donc, on peut aussi détecter non pas des défauts sur les pièces comme je vous les ai montrés, mais on peut détecter des défauts ici sur les soudures. Et ici, on peut suivre, on peut détecter des défauts sur les soudures bout à bout. Et vous voyez sous l'inducteur ici la présence de défauts qui témoignent, qui apparaissent sous forme de traits le long de la soudure. Là, c'est une technologie qui est utilisée en alternative également à la magnétoscopie et au ressuage, qui sont des méthodes de surface très connues dans le domaine industriel. En bas à droite, vous avez une image de l'inducteur qui ici est enroulé sur des pôles, sur des masses polaires. On peut faire 100 mm de soudure en une acquisition, c'est-à-dire une image, en 200 millisecondes. La suivante. Même type d'image, mais ici on a comparé les réponses magnétoscopiques qui sont en haut, en couleur. Ce sont des photos des images magnétoscopiques. Vous voyez les fissures, 22 mm, 5 mm, 18 mm, et leur équivalent en thermographie. Là, l'intérêt de la thermographie, eh bien, c'est qu'elle est même souvent plus résolue que les magnétoscopies. On a plutôt un avantage au niveau de la sensibilité de la détection à utiliser la thermographie. Pour l'instant, on n'a pas vu de contre-exemple, mais bon, comme c'est une méthode relativement nouvelle, peut-être qu'il y aura des exemples où la magnétoscopie sera plus sensible. Pour l'instant, on est plutôt dans le sens contraire. On a une méthode qui est plus sensible que la magnétoscopie qui est largement diffusée industriellement. Autre intérêt, ici on a des soudures bout à bout, donc vous pouvez faire du contrôle au défilé. Donc, on a quelque chose qui est très performant et qui a des potentialités d'industrialisation et d'automatisation extrêmement importantes. La suivante. Voilà. Alors, cette thermographie, on est allé un peu trop loin, on peut l'appliquer aussi sur les matériaux composites, comme je vous disais. Sur la slide de gauche, on a un exemple d'application de la thermographie sur un composant aéronautique, c'est un capot de moteur d'avion expérimental chez Duquesne, avec une image de la réponse thermographique sur des défauts artificiels. Et là, vous avez là, on n'est pas dans le cadre d'un contrôle automatique, on le fait en manuel puisqu'on était en phase expérimentale, mais on peut effectivement aussi utiliser cette technologie tout à fait de manière manuelle. À droite, vous avez les réponses thermographiques en fonction de la profondeur de délaminage à l'intérieur d'une plaque composite impactée. Donc, vous voyez, on peut suivre l'évolution du délaminage en profondeur. Maintenant, je passe à une autre méthode, la méthode ultrasonore, qui est une méthode de volume, qui va nous permettre de contrôler les pièces en volume. Eh bien, les ultrasons, les ultrasons multi-éléments viennent en remplacement, en complément des ultrasons traditionnels, ultrasons mono-éléments. Ici, vous avez un exemple d'un principe du contrôle ultrasonore en échographie, où l'écho, c'est-à-dire les échos radars, entre guillemets, des défauts sont représentés sur un écho où on représente la profondeur de la pièce et l'amplitude des défauts. Vous m'entendez? Si, moi, j'ai réactivé mon micro. Je vois. Bon, vous entendez là? Je sais pas. Le truc là, ils me disent que très bien. Si, c'est bon, ils m'entendent là. Bon. Donc, les ultrasons. Donc, ici, vous voyez, vous avez une imagerie assez limitée, assez pauvre, et les ultrasons multi-éléments donc, permettent de pallier cet inconvénient et donc vont nous permettre de représenter les ultrasons sous forme d'une image. Le principe, c'est l'utilisation de capteurs multi-éléments, c'est-à-dire on divise le capteur en petits morceaux qui vont émettre de l'énergie dans la matière. On va pouvoir orienter les faisceaux dans toutes les directions. On va pouvoir aussi faire balayer le faisceau ultrasonore grâce à ces capteurs qui, ici, on voit les pastilles multi-éléments qui sont câblées avec beaucoup de fils. Il y a beaucoup d'éléments. Cela nous permet donc de réaliser une image de pièces composites ici, donc en contrôle manuel,
d'inspecter des pales d'éoliennes. Là, on n'est pas exactement dans la mobilité, mais c'est une application extrêmement qui est assez importante et qui nous occupe pas mal. Peut contrôler des coques de bateaux. Il y a aussi des matériaux composites intégrés que l'on intègre dans les wagons de chemin de fer. Contrôle d'un mât de bateau, où là, on a un mât de bateau composite et qui est représenté sous forme d'une imagerie. Ça, c'est la surface de la pièce. Ça, c'est l'écho de fond. Et ça, ici, on a le défaut qui est représenté entre la surface de la pièce et le fond. Vous voyez que l'image est assez bruitée et l'image a comme intérêt ici de permettre une représentation et une interprétation globale de la pièce. Eh bien, ces ultrasons multi-éléments se prêtent bien à l'automatisation. Et ici, vous avez l'exemple d'une réalisation industrielle, d'intégration industrielle par le CETIM, d'ultrasons multi-éléments qui sont dans une cuve d'immersion locale, où on va contrôler au défilé une bande de composite qu'on appelle TAP thermoplastique pultrudée. Donc, on va contrôler au défilé de façon à représenter sous forme d'imagerie au défilé. Ici, c'est une imagerie non redressée. Ici, l'imagerie redressée. On va pouvoir permettre de contrôler ici le matériau, d'imager le matériau. Ce qui est notable, c'est que les capteurs ultrasonores sont au-dessus et qu'on travaille soit en transmission, soit en réflexion et que cela permet d'imager toute l'épaisseur du matériau. Donc, imagerie des composants qui va nous donner des images qui sont beaucoup plus facilement interprétables que des images ultrasonores classiques. Il ne faut pas nous dire que c'est utilisable par n'importe qui sans formation, c'est pas vrai, mais vous avez une imagerie qui est beaucoup plus facilement interprétable et quand on a un grand nombre de pièces avec des grandes surfaces, eh bien, ceci présente un très grand intérêt. Dans le cadre de l'automatisation aussi, ont été développées dernièrement, se sont développées maintenant des technologies industrielles de couplage des ultrasons avec couplage aérien. C'est-à-dire que jusqu'ici, traditionnellement, on utilisait soit de l'eau, du gel ou de la pâte, de la colle pour coupler les ultrasons aux matériaux, c'est-à-dire pour transmettre les ultrasons du transducteur à la pièce. Maintenant, avec les transducteurs à couplage aérien, jusqu'à 500 kHz, eh bien, on peut transmettre des ultrasons à travers une pièce mécanique. Vous voyez ici un exemple expérimental qui a été réalisé au CETIM où on a une pièce de polymère dans laquelle on a envoyé des ultrasons grâce à un capteur, vous voyez à gauche, reçu les ultrasons qui ont traversé la pièce avec le capteur récepteur et réalisé une cartographie qui est extrêmement résolue. On a des résolutions ici meilleures que le millimètre, qui sont plus proches du dixième de millimètre, avec néanmoins des fréquences assez basses. Donc là, on s'est amusé en laboratoire, mais il y a des gens aussi qui s'amusent en usine. Et ici, vous voyez des gens de, je pense que c'est Airbus ou Rocopter, c'est la même société en gros, qui testent ici un système de contrôle de queue d'hélicoptère en composite. Ici, vous avez un robot qui tient un capteur, un autre robot collaboratif qui tient le deuxième capteur, et ceci va permettre de contrôler en transmission, de réaliser une imagerie en transmission de la queue de l'hélicoptère. Donc, grâce à deux bras robotisés collaboratifs. Donc ça, c'est industriel. Il faut savoir que ce genre d'automatisation, maintenant, ce qu'on appelle imagerie C-scan en transmission, se développe beaucoup dans l'industrie, en particulier dans l'industrie aéronautique. Et il y a des opérateurs de l'industrie aéronautique qui ont plusieurs dizaines de systèmes basés sur ce principe actuellement, montés sur chaîne. En ce qui concerne la chaudronnerie, eh bien, des applications des ultrasons et en semi-automatisé, eh bien, les ultrasons, grâce à l'imagerie B-scan, permettent de réaliser des images des pièces de façon semi-automatisée et avec une imagerie qui se rapproche de l'imagerie médicale, avec ici une imagerie sectorielle de l'intérieur de la pièce, avec détection des défauts qui sont imagés ici.
Toutes ces imageries qu'on peut représenter ici en B-scan défilant sont très compétitives par rapport à l'imagerie rayon X qui est donnée ici comme référence. Donc, imagerie en transparence qui a pour inconvénient qu'elle ne peut être réalisée qu'en l'absence d'opérateur. Donc, il faut évacuer l'atelier lorsque vous voulez faire ce contrôle, tandis qu'avec les ultrasons, vous pouvez réaliser le contrôle juste après la soudure, pourvu que les pièces aient refroidi. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'évolution de cette technologie de contrôle non destructif, de ces technologies, évolution des besoins. Comme on cherche des défauts de plus en plus petits, on cherche des défauts de manière précoce et on veut aussi garantir que la pièce mécanique, elle va tenir le coup dans le temps. Il faut, et sous les sollicitations, il faut vérifier que la taille de grain, les contraintes, la profondeur de trempe sont correctes. Donc, on s'intéresse à la microstructure, aux propriétés mécaniques, aux contraintes, et des fois aussi à la mesure d'épaisseur des pièces, mesure d'épaisseur de revêtement, ce qui est une autre façon de faire de la caractérisation. Donc, en ce qui concerne la caractérisation, beaucoup de développement ces dernières années, en particulier développement de technologies électromagnétiques proches des courants de Foucault et qui vont nous permettre, donc, j'ai sauté un slide, qui vont nous permettre, à travers l'analyse de la réponse des matériaux conducteurs et ferromagnétiques ici, qui va nous permettre de remonter aux caractéristiques mécaniques du matériau. On va utiliser le bruit Barkhausen, la perméabilité incrémentale, le temps, oui, l'analyse des harmoniques, etc. Okay. Donc, cette technologie, elle est embarquable sur un robot. Là, ça va nous permettre de suivre la qualité d'une pièce, en particulier en faisant des étalonnages, des calibrations en début et en fin de pièce. Vous avez l'information sur toute la longueur de la pièce. Donc, méthode extrêmement intéressante. Et ces méthodes de mesure magnétique qui sont basées qui utilisent aussi de l'analyse de données, vont nous permettre de contrôler des profils de contraintes en profondeur et de représenter sous forme d'une image une cartographie des contraintes du matériau grâce à l'utilisation de méthodes magnétiques avec des capteurs qui peuvent être, par exemple, également ce type de capteur, qui est un capteur de bruit Barkhausen que l'on utilise ici sur les composants de transmission. Et enfin, dernière application, pour la caractérisation, on utilise aussi beaucoup les ultrasons, l'analyse du bruit de structure ultrasonore, qui va nous permettre de représenter sous forme d'une image la structure, les grains de la pièce. Ici, vous avez une structure grossière, structure fine dans la zone traitée et les échos de surface, et que l'on utilise industriellement pour caractériser les traitements thermiques. Et ici, vous voyez un exemple d'application industrielle d'un équipement qui a été développé par le CETIM et qui est industrialisé pour contrôler le traitement thermique des pièces sur la base de l'exploitation de la réponse ultrasonore aux tailles de grains. Merci beaucoup, Henri. Merci pour cette présentation. Je vous propose à ceux qui ont des questions de ne pas hésiter à les poser dans le chat. On a eu quelques questions en parallèle que je listerai tout à l'heure. Oui, c'est bon. Donc, Henri, si vous pouvez déconnecter maintenant votre caméra et votre micro. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Philippe Duvauchel. Je suis enseignant-chercheur à l'INSA de Lyon, à l'Institut national des sciences appliquées. Et dans le domaine du TND, j'ai fait une expertise en rayons X. Et puis, je suis donc également le responsable du master spécialisé en contrôle non destructif. Donc, je vais vous présenter les trois techniques suivantes qu'a initiées tout à l'heure Henri. D'abord l'émission acoustique, ensuite je parlerai des machines tournantes et je finirai par la tomographie par rayons X. Alors tout d'abord, l'émission acoustique, c'est une technique qui permet
Un ensemble de capteurs sont capables de mesurer ces ondes acoustiques. C'est différent. On va voir ça, merci beaucoup. Amplifié. On ne vous entend pas très bien, là, visiblement. On va faire quelque chose. Est-ce que... je ne sais pas, pourtant... Voilà. Alors, on a changé le micro de place. Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que le son est meilleur là? C'est mieux, ok. Ah, super. ok. Merci beaucoup. Bon, je vais recommencer sur cette diapositive. Donc, je présente ici le principe de l'émission acoustique, qui est une technique qui permet de mesurer des ondes qui sont produites par un objet sollicité via différents types de contraintes. Ça peut être des contraintes mécaniques, des contraintes thermiques, etc. Et les différentes sources de rayonnement à l'intérieur du matériau lui-même sont captées par un ensemble de capteurs. Ils sont représentés ici à droite de la diapositive et qui permettent de mesurer, de capter ces ondes acoustiques émises par la matière. Les capteurs doivent être évidemment positionnés de manière judicieuse en fonction de la zone qu'on veut tester, qu'on veut contrôler. Les signaux émis par les capteurs sont de très faible amplitude, ce qui fait qu'au niveau instrumentation, il est nécessaire d'utiliser des préamplificateurs avant que le signal soit capté par un système d'acquisition et enregistré sur un ordinateur. Donc, vous l'avez compris, ces phénomènes physiques correspondent à des ondes émises par un matériau sous sollicitation. Ces ondes acoustiques rayonnent dans un domaine de fréquence, on va dire, de 50 kHz jusqu'à environ 1,5 MHz. C'est une technique qui peut être à la fois volumique, c'est-à-dire mesurer globalement des ondes provenant d'une structure complexe, ou alors locale, de manière à pouvoir justement localiser où était la source de l'émission. Et puis, d'un point de vue normatif, on définit, c'est ce que vous avez en bas à gauche de la diapositive, comment est définie l'émission acoustique. Ce sont donc tous les phénomènes au cours desquels il y a un certain nombre de déformations plastiques, des propagations de fissures, de l'érosion, de la corrosion, des impacts, des fuites, tout ce qui peut produire des ondes acoustiques et qui peuvent être transmises à travers une structure. Donc, ce qui est important, évidemment, ce sont déjà les sources d'émission. Donc là, il y a une liste non exhaustive, mais quand même assez complète de sources potentielles d'émission. Donc, simplement, ça peut être des mouvements de dislocation, du maclage, des glissements entre les joints de grains dans la matière, des inclusions dans la matière qui se rompent et qui émettent des ondes, des transformations de phase, de l'amorçage et de la propagation de fissures. Enfin, je passe un petit peu en revue tout ça. Des défauts qui peuvent apparaître lors de la fatigue d'une pièce qui est sous contrainte, dont fatigue, on va dire, classique ou corrosion sous contrainte, par exemple. La fragilisation d'une structure par la présence et le dégagement d'hydrogène. Encore d'autres sources d'émissions possibles, tout ce qui est corrosion caverneuse ou piqûre. Alors, vous avez au milieu ici
et en haut une image représentant une corrosion caverneuse. Ça peut être également des frottements entre différentes pièces mécaniques, des impacts mécaniques sur une structure, des fuites, de la cavitation, de l'ébullition, enfin, voilà, tout ce qui peut produire du son et des ondes dans le domaine acoustique. Alors typiquement, sur l'image de droite, vous avez un exemple d'un essai qui est réalisé sur une plaque en composite. Donc, vous avez représenté ici avec son câble rouge un capteur qui va enregistrer ces sons provenant de la pièce. Et typiquement, le signal recueilli va ressembler à quelque chose que vous avez ici en bas et au milieu. Donc, une variation de tension en fonction du temps. Alors, voici quelques exemples d'applications. L'exemple du haut, c'est un essai de collage entre un composite qui est représenté en noir sur la photo et un métal brillant ici. La zone centrale qui est un petit peu verte représente le collage. Donc là, c'est la pièce qui a été mise à plat après la rupture du collage. Et lors de l'émission acoustique de cette pièce, quand elle est sollicitée à différentes contraintes, on va enregistrer tout un ensemble de signaux qu'on peut représenter, par exemple, sur le graphe de droite. Alors, par exemple, les points noirs représentent, enfin la courbe en général, pardon, représente la contrainte dans les matériaux en fonction de la déformation du matériau. Et chaque point noir représente une activité particulière, c'est-à-dire à partir du moment où un défaut de la structure a émis une onde et qu'un des capteurs l'a détecté. Donc, on a cette courbe caractéristique ici, et puis tous les points de mesure qui sont représentés en rouge. Et là, la densité, alors c'est plus complexe que ça évidemment parce que ça nécessite une analyse très fine de tous les signaux, mais compte tenu de la densité des points ici, indique que le joint de colle est situé dans cette zone-là. C'est-à-dire que sur l'échelle de droite, on arrive à positionner, comme je l'ai exprimé précédemment, les sources d'émission à l'intérieur de l'échantillon. Dans le deuxième exemple, c'est la rupture d'un composite à matrice fibre de verre. Bon, on a des courbes similaires. Alors, j'ai présenté la courbe du haut en disant qu'on pouvait exprimer la contrainte en fonction de la déformation. Évidemment, on peut exprimer d'autres grandeurs physiques, comme par exemple la courbe en bleu qui représente l'énergie cumulée par la somme de tous les processus mécaniques qui ont pu avoir lieu à l'intérieur des échantillons. Bon, et ici, on arrive à identifier la zone par le jeu et le positionnement des capteurs, la position de la rupture. Alors, cette technique, elle permet dans un premier temps d'effectuer un diagnostic. Donc, par diagnostic, on entend détecter le fait qu'il y a un endommagement possible, de le localiser, de l'identifier, parce que bon, le fait de savoir que la structure émise un son, c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant pour savoir si le son qui a été émis correspond à un défaut qui est critique pour la structure ou pas. Donc, une fois qu'il est détecté et localisé, il faut ensuite l'identifier et enfin, critère ultime, définir la sévérité de cette émission. Donc, pour ça, on a un ensemble d'indicateurs d'endommagement. Ce sont des indicateurs qui sont recueillis en temps réel. Donc, ça peut très bien être utilisé sur un suivi de structure. On peut quantifier avec ces différents indicateurs l'état d'endommagement, quels sont les mécanismes d'endommagement ou encore les cinétiques de ces mécanismes. C'est-à-dire, par exemple, un mécanisme, c'est une fissure. Une cinétique de mécanisme, c'est comment va évoluer la fissure à l'intérieur de la structure. Bon, et pour arriver
à ce diagnostic très poussé, donc de la détection jusqu'à la définition de la sévérité, il faut la plupart du temps faire une analyse individuelle des signaux qui sont recueillis. Et pour ça, donc, ça nécessite un certain nombre de traitements, de reconnaissance de formes de signaux, et derrière laquelle il y a de l'intelligence artificielle et du machine learning ou du deep learning. Tout en bas de la diapositive, c'est juste pour illustrer le fait que, par exemple, à droite, on a une image observée au microscope optique d'une fibre carbone avec une matrice RTM6. Bon, et le signal correspondant à un problème situé dans cette zone-là. Donc, toute la problématique consiste à établir un lien avec le signal mesuré que l'on a à gauche, avec le mécanisme qui a produit ce signal-là. Est-ce qu'il s'agit d'une décohésion? Est-ce qu'il s'agit d'une fissuration à partir de la rupture de fibre? Voilà. Donc, tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser lorsque l'on fait ces analyses de signaux. Et donc, une fois le diagnostic établi, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut aller jusqu'au pronostic, en tout cas essayer d'aller jusqu'au pronostic, c'est pas forcément évident, mais l'intérêt est d'évaluer la durée de vie résiduelle de la structure. Donc, sur ce graphe symbolique, on représente un certain nombre de points de mesure dans le temps pour montrer une certaine tendance. Et l'enjeu de ce pronostic, c'est justement d'extrapoler ces points de mesure pour arriver jusqu'au seuil de rupture, c'est-à-dire la fin de vie de la pièce. Et cette durée-là, depuis les derniers points mesurés jusqu'à la fin de vie de la pièce, c'est ce qu'on appelle la durée de vie résiduelle. Ces essais pouvant être de très longue durée, c'est intéressant de pouvoir justement estimer cette durée de vie et qui plus est de l'estimer pendant le service de la pièce. Voilà pour l'émission acoustique. Sur la partie machine tournante. Donc sur cette diapositive, c'est pour illustrer ce qui est possible de faire. Donc par exemple, sur ce banc test, on a conçu ce banc test pour tester le vieillissement d'un roulement. Bon, alors, évidemment, ça peut être, c'est des applications qui peuvent être très intéressantes. Si notamment ce roulement est dans un réacteur d'avion, c'est important de pouvoir détecter une panne ou de prédire une panne de ce roulement ou une rupture de ce roulement avant que ça se produise en vol et évidemment que ce roulement puisse être changé pendant les opérations de maintenance. Donc, par exemple, pour réaliser ces mesures-là, en l'occurrence ici, nous avons réalisé un banc de fatigue pour tester le roulement qui est situé dans cette zone-là. J'espère que vous voyez la souris se déplacer sur vos écrans. Et pour pour tester ce roulement, il y a un système dessous relativement petit, mais qui permet de déformer l'arbre pour forcer sur le roulement. Et donc de reproduire une fatigue accélérée du dispositif. Voilà, donc en une dizaine d'heures, on arrive à avoir un roulement qui vieillit, qui passe d'un état neuf à un état endommagé. Alors dans ce cas-là, à titre d'exemple, la vitesse de rotation de l'arbre est de 10 000 tours par minute et la charge appliquée par le vérin censé déformer le palier et le roulement est de 100 kN. À partir d'un ensemble d'accéléromètres, voire de microphones, si on travaille non pas dans le domaine vibratoire, mais dans le domaine acoustique, eh bien, on est capable d'enregistrer un certain nombre de signaux. Et là, encore une fois, tout l'enjeu est d'établir d'abord un diagnostic, encore une fois, et un pronostic pour, justement, comme dans
le cadre de l'émission acoustique, essayer d'avoir une durée de vie résiduelle du système. Donc, le diagnostic et le pronostic, ils s'établissent en développant des méthodes de traitement de signaux. Alors là, ça va être des signaux vibratoires ou des signaux acoustiques, ce qui permet de détecter, d'identifier des défauts dans les roulements. Et ensuite, à partir de là, de développer des modèles de prédiction de durée de vie résiduelle. Bon, et puis ils vont suivre dans les diapos suivantes 3 exemples de ce que l'on peut faire dans des cas particuliers. Alors voilà un exemple ici de signaux que l'on appelle cyclostationnaires. Il s'agit encore une fois d'un arbre tournant avec un moteur électrique qui produit la rotation, un système de balourd au milieu entre 2 roulements, et puis un entraînement d'une boîte de vitesse avec des engrenages qui sont situés dans la partie droite du banc, le tout couplé avec une poulie. L'enregistrement des signaux permet de décrire, enfin de représenter les données sous forme d'une corrélation spectrale dans laquelle on représente sur une abscisse la fréquence porteuse, c'est-à-dire en gros c'est la fréquence de vibration des accéléromètres qui sont installés à différents endroits stratégiques sur le banc en fonction de la fréquence de modulation. Et là, ce qui est intéressant dans l'analyse de ces signaux, c'est qu'on est capable, d'une part, d'identifier des bruits qui sont dus au roulement, par exemple ce roulement ici qui pourrait être défectueux, et donc des signaux qui vont se produire à certaines fréquences, plutôt à haute fréquence de la porteuse, avec d'autres enregistrements qui sont situés plutôt vers les basses fréquences pour détecter d'éventuels défauts au niveau des engrenages. Donc sur ce spectre-là, c'est ce qui est représenté. Donc dans la partie haute ici, les défauts dus au roulement et les défauts dus aux engrenages ici. Ça, c'est une première approche basée sur la corrélation spectrale. On peut également traiter les signaux avec un traitement en aveugle, c'est-à-dire sans savoir exactement ce qu'il y a, de manière à séparer du signal global la contribution qui provient des engrenages de la contribution qui provient des roulements. Voilà. Un autre exemple un petit peu plus compliqué, puisque avant on était dans des conditions cyclostationnaires. Ici, l'exemple qui est montré, c'est des conditions non stationnaires. Quand je parle de stationnaire ou de cyclostationnaire, ça veut dire que la vitesse de rotation est constante. Bon, dans toutes les machines tournantes, la vitesse de rotation n'est pas forcément constante. Par exemple, le régime d'une voiture peut changer suivant que l'on monte une pente, qu'on la descend, qu'on rétrograde ou pas. Donc, la vitesse peut varier et donc, du coup, on se trouve dans des conditions non stationnaires. C'est-à-dire qu'en fonction du temps, c'est le petit schéma qui est illustré en bas à gauche, en fonction du temps, on va avoir des distances angulaires qui vont être variables, comme c'est représenté ici. Bon, et donc malgré tout, malgré cette complexité, en analysant les signaux et avec des analyses de signaux ciblés sur telle ou telle caractéristique, on peut avoir des informations sur la cinématique, c'est-à-dire les mécanismes qui dépendent de l'angle, par exemple un défaut cyclique dans un roulement, ou une information dynamique, c'est-à-dire tous les phénomènes qui potentiellement peuvent dépendre du temps. Et comme exemple de système non stationnaire, on peut par exemple étudier une boîte de vitesse automobile qui est sollicitée en montée de régime. Donc alors là c'est plutôt des capteurs de type microphone, donc pour détecter des ondes acoustiques et non pas des ondes vibratoires. Plus le régime du moteur augmente, plus l'amplitude acoustique va augmenter, comme c'est illustré sur le graphe en bas à gauche. Et puis on voit donc
un certain nombre d'effets répétitifs, cycliques, donc qui correspondent par exemple à des erreurs de transmission. Quand on change de vitesse, il peut y avoir des différences de vitesse entre les deux arbres de la boîte de vitesse et donc créer un certain nombre de défauts. Et en rouge, vous avez le signal acoustique correspondant quand on a ce type d'erreur de transmission. Et c'est donc sur l'analyse de ce signal acoustique qu'on arrive à déterminer des défauts de sirénement, donc encore une fois sur les engrenages ou les roulements ou tout autre type de pièces en rotation. Je vais passer sur la dernière partie de ce webinaire, la tomographie par rayons X. Très brièvement, le principe de la tomographie, on dispose d'une source de rayonnement, donc en général c'est un tube à rayons X, donc qui est situé à gauche du schéma, à droite un détecteur. Quand on fait de la tomographie 3D, le détecteur est bidimensionnel, permet de représenter des images, et puis un objet qui est situé entre les deux est disposé sur un plateau tournant, de telle sorte qu'on puisse observer cet objet-là vu sous différents angles. Et à partir de cet ensemble de projections de l'objet dans le plan du détecteur, donc sur un tour complet, on est capable, via un logiciel de reconstruction, qui est illustré ici, d'arriver à un volume reconstruit, donc tel que c'est représenté ici, en volume, ou une coupe de ce volume qui est représentée ici. Bon, alors c'est vrai que c'est une technique, comme le disait Henri tout à l'heure, qui est intéressante par le fait qu'elle produit des informations extrêmement fines, mais bon, il faut avoir conscience aussi que ça produit énormément d'informations, énormément de données, qu'il faut être capable de visualiser et aussi d'analyser. Donc c'est la troisième étape finalement de la tomographie. Après l'acquisition et la reconstruction, il faut être capable d'analyser toutes les images et tous les volumes qui ont été reconstruits. Bon, ça c'est un exemple de tomographe. Je vais passer relativement rapidement sur cette diapositive, mais c'est des tomographes qui sont disponibles au sein de l'Institut Carnot Ingénierie à Lyon. Des tomographes de type industriel, comme celui qui est représenté à gauche ou à droite. Également des bancs de laboratoire, donc c'est également un tomographe, mais c'est un prototype, ce qui permet de pouvoir agir sur tous les éléments de la chaîne d'acquisition et d'imagerie. C'est un tomographe qui est assez universel dans le sens où on peut changer de source, on peut changer de détecteur, on a un accès ouvert, puisque c'est à l'intérieur d'une enceinte radioprotégée, et donc on peut agir à tous les niveaux de la prise d'image pour optimiser justement la tomographie. Alors après, j'ai peur que les diapositives, du coup, parce que j'avais prévu des animations, et du coup, ça paraît un petit peu touffu, donc j'en suis désolé. C'est pas très... On peut pas faire autrement. Non. Bon, tant pis. Donc, c'est juste une illustration, cette diapositive, elle était là juste pour illustrer le fait qu'on peut faire de la tomographie, on va dire, de manière classique sur des objets de différentes formes, de différentes dimensions, de différents matériaux. Mais on peut également le faire, ce que l'on appelle in situ, c'est-à-dire quand cet objet est soumis à différentes sollicitations. Et c'est le cas ici. Bon, alors vous ne le voyez pas forcément, hein, j'en suis désolé, mais en tout cas, par exemple, on peut réaliser une tomographie pendant que l'objet est chauffé à forte température, pour voir justement si ça peut créer un certain nombre de défauts dus à cette charge en température. On peut également faire de la tomographie sous traction, enfin sous contrainte mécanique, donc pour voir comment les fissures apparaissent à l'intérieur d'un matériau. Et puis, donc, on peut également faire de la tomographie en mettant, si je veux tomographier une mousse
avec un certain nombre de porosités, on peut regarder comment est-ce qu'elle évolue quand cette mousse est soumise à des fortes pressions et comment justement toutes les petites bulles qui constituent la mousse évoluent au cours du temps. Bon, sur cette diapo, il n'y avait pas d'animation, donc elle est bien représentée. Bon, c'est encore des exemples de caractérisation tridimensionnelle des matériaux. J'ai pris volontairement des matériaux assez différents. À gauche, vous avez une tomographie sur un échantillon qui est en fonte à graphite sphéroïdale et les zones sombres, les petites zones, les petits cercles que l'on observe sur la coupe représentent donc justement les sphères de graphite. Au milieu, c'est un exemple de tomographie sur une essence de bois où on a une vue tridimensionnelle en haut et une coupe en bas qui est intéressante puisqu'on voit les orientations des fibres. Donc, on voit dans le plan de la coupe que certaines fibres sont orientées dans une direction et juste à côté, donc les fibres sont orientées dans une direction qui est perpendiculaire. Et puis, sur les images de droite, il s'agit d'un volume reconstruit, d'un alliage d'aluminium dans lequel on a détecté un certain nombre de porosités, de défauts qui sont représentés en rouge et qu'on peut observer à différentes échelles. Donc, par exemple, si j'observe tout l'objet, on va évidemment avoir une vue d'ensemble, mais une détectabilité ou une définition moindre sur les défauts. Et on peut également regarder ce qui se passe de manière beaucoup plus fine, à une échelle beaucoup plus fine, pour regarder justement la structure du matériau elle-même. Ici, pareil, il y avait une animation, ce qui explique le côté un petit peu fouillis, mais le but de cette diapositive était d'indiquer qu'une fois qu'on a fait une tomographie, et ça c'est un point qui est très important dans cette technique, c'est qu'il faut être capable d'en analyser les images et d'en extraire des informations qui sont importantes pour l'utilisateur. La quantité de données produites est extrêmement importante et c'est d'analyser une tomographie, déjà ça peut prendre énormément de temps à un individu pour regarder coupe par coupe où vont être situés les défauts. Donc, l'analyse d'images 2D et 3D est un enjeu extrêmement important pour, d'une part, aider l'utilisateur et l'observateur, l'expert en CND à retrouver les défauts, mais aussi l'aider à les quantifier et de savoir s'ils sont acceptables ou pas par rapport au cahier des charges qu'il a. Donc, voici ici un exemple simple de traitement d'image qui permet, voilà, à partir d'une coupe tomographique, de retrouver un certain nombre d'éléments qui peuvent être assimilés à des défauts. Bon, donc ce qui veut dire, c'est que en plus de l'étape d'analyse d'image, il y a forcément toute une étape d'extraction des paramètres. Donc, une fois qu'on a analysé ces images, il faut extraire les paramètres, c'est-à-dire le nombre de défauts, à quel endroit ces défauts sont localisés, quelles sont la dimension des défauts, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de paramètres en fonction des applications des uns et des autres. Par exemple, dans la fonderie automobile, ce qui est important, c'est de savoir si un défaut, enfin, ce qui peut être important, c'est de savoir si un défaut peut être proche d'une surface qui va être usinée. Si le défaut est proche de la surface qui va être usinée, lors de l'usinage, il peut y avoir justement une découverte de ces défauts-là et qui va rompre la fonction, une éventuelle fonction d'étanchéité. Donc, c'est important d'avoir des indications et de connaître les critères d'acceptation de la pièce qui a été tomographiée. Et pour ça, donc, on a besoin évidemment des outils informatiques, de la classification, de plus en plus tout ce qui est machine learning et deep learning pour nous aider, pour faire de l'apprentissage et de la détection automatique de défauts. Et également, on peut utiliser, dans des cas encore plus difficiles, de la fusion d'informations, soit entre différentes méthodes, entre différentes techniques, pour arriver à une décision qui est la plus fiable possible.
Bon, et je vais finir sur cette diapositive qui parle toujours de la tomographie, mais sous l'angle de la simulation, parce que, évidemment, avoir un tomographe, c'est intéressant, mais c'est également coûteux. Donc, des fois, l'outil de simulation permet d'obtenir un certain nombre d'informations sans forcément avoir le tomographe sur place. Donc, nous avons développé un logiciel de simulation qui s'appelle Virtual X-ray Imaging et qui aide justement à l'interprétation et à l'analyse des images tomographiques et qui peut être utilisé à différents niveaux de la vie d'une pièce, depuis sa conception. Est-ce que la pièce que j'ai conçue va être contrôlable? Sinon, il faut peut-être revoir, tout en gardant évidemment la fonctionnalité de la pièce, il faut peut-être revoir sa forme ou certaines géométries. Ça permet également de rechercher et d'optimiser les paramètres d'acquisition, qui peuvent être des choses relativement longues à mettre en place expérimentalement. Ça peut être utilisé pour identifier ou réduire des artefacts qu'on a forcément sur un tomogramme. Ça permet également de faire des qualifications de performance d'une technique ou d'une méthode par rapport à un problème donné. Et puis, ça peut aider aussi à la formation des agents dans les différentes techniques et en particulier en tomographie. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation. Merci Philippe. Peut-être avant de conclure sur la dernière slide qui vous présente les 2 prochaines journées techniques que nous allons organiser, est-ce que Marine, au niveau des questions, il y a des choses sur lesquelles on peut débattre? Il y a quelques questions pour Henri, un petit peu en amont du webinaire. Donc je vais les formaliser et n'hésitez pas pour les participants à écrire vos questions pour qu'on puisse aussi les traiter pendant cette session. Donc Henri, je ne sais pas si vous êtes toujours là, j'espère, puisque ce sont des questions qui ont été posées plutôt sur votre intervention. Donc voilà, Henri est en train de revenir dans l'interface, merci beaucoup. Donc, une question qui est: quelle est la disponibilité effective des technologies que vous avez présentées? Alors, les technologies thermographiques, par exemple, que j'ai présentées au début, elles sont disponibles, mais sous forme, mais pas de produits compacts, tout assemblé qui vous permet de réaliser le contrôle. Il faut acheter l'inducteur chez un fabricant, il faut acheter la caméra chez un autre, et nous, on fait l'assemblage, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est quand même disponible sur étagère. Par contre, l'industrialisation est en cours et il y aura bientôt des sociétés qui vont faire ce genre d'intégration. Là, j'ai perdu vous m'entendez? Oui, on vous entend. Alors, en ce qui concerne les ultrasons, oui, les ultrasons multi-éléments sont complètement disponibles. C'est un peu cher, mais disponible. C'est-à-dire que la technologie est plus coûteuse que des ultrasons traditionnels. En gros, il faut compter minimum 20 000 € pour un équipement. Et les capteurs sont dans les 2 500, 3 000 €. C'est quand même une technologie qui est quand même encore coûteuse. Les prix ont tendance à baisser, mais ça reste cher. Malgré ces coûts, c'est une technologie qui se répand beaucoup. Les chaudronniers, la plupart des chaudronniers ont ça chez eux. C'est quand même quelque chose de courant. Ultrasons aériens pour le contrôle automatique, eh bien, c'est disponible sur le marché. Il y a déjà plusieurs fabricants européens. En ce qui concerne la caractérisation, on a des matériels disponibles qui sont de prix variables. Chez StressTech, on a du matériel pour le bruit Barkhausen qui est à des prix à partir de 20 000 €. Et puis, par contre, sur les systèmes qui analysent qui utilisent plusieurs méthodes magnétiques, là, on est dans des dispositifs beaucoup plus coûteux. Enfin, sur les ultrasons, ce qu'on a développé, à la fin, je présentais une méthode de contrôle traitement thermique par ultrason. Là, c'est relativement bon marché, ça doit être
Enfin, pour le CND, c'est dans les 15 000 euros. Voilà. C'est à peu près ce que je peux vous dire. Donc, des technologies, ce que je veux présenter ici, c'est plutôt des technologies plutôt disponibles. En ce qui concerne la tomographie, nous aussi, on en fait. Là, c'est une technologie qui est disponible sur étagère, mais très coûteuse, extrêmement coûteuse. Le ticket d'entrée, en gros, il est à 120 000 euros. Et les installations, la plupart des installations, elles sont dans les 200 kilo-euros à 1 million d'euros. Merci beaucoup de cette réponse. Alors, on a une question de Gérald qui demande quel est l'impact des pièces en impression 3D métallique ou plastique sur les technos CND utilisés. Beaucoup de travail de R&D. Principalement, ce qui marche le mieux, c'est quand même la tomographie rayon X, qui se prête bien aux pièces à la géométrie torturée, avec beaucoup de vides. Bon, voilà. C'est les formes complexes. Ça va pas bien avec les ultrasons, par exemple. Par contre, le fait qu'en tomographie rayon X, on analyse la pièce sous beaucoup d'angles différents, on fait des tirs radio dans tous les sens. Donc, ça permet, grâce à la reconstruction, de s'affranchir de la forme géométrique de la pièce. Donc, c'est surtout la tomographie. Alors, il y a d'autres choses qui sont faites en ultrasons notamment, mais c'est plutôt un stade de recherche. Il y a beaucoup de recherches sur les sujets. Donc, Philippe, vous voulez apporter un complément aussi sur cette question? Oui, sur l'impression 3D, il y a beaucoup de technologies très différentes qui conduisent à des défauts qui sont également très différents, suivant que ce soit des impressions métalliques ou plastiques, justement. Et on réfléchit beaucoup au fait de faire justement du contrôle, alors pas forcément par tomographie, mais ça pourrait être simplement par tomographie, mais par radiographie, au fur et à mesure de la fabrication de la pièce en 3D, pour avoir une idée tout de suite des défauts tels qu'ils apparaissent et comment ils apparaissent. Merci beaucoup de cette réponse. Alors, on a une autre question pour Philippe plutôt sur les machines tournantes, donc question de Eladji Barra. Qu'en est-il de l'utilisation du machine learning pour la détection de défauts ou de la prédiction de durée de vie résiduelle des machines tournantes? Y a-t-il des applications déjà réalisées ou c'est en cours d'utilisation? Oui, alors effectivement, il y a déjà des choses qui sont réalisées sur tout ce qui est machine learning et deep learning, pas seulement d'ailleurs pour les machines tournantes, sur l'émission acoustique dont j'ai parlé également, et sur la tomographie également. Donc actuellement, justement, il y a une thèse, une diapositive qui était mal représentée malheureusement, qui représentait justement la façon d'utiliser le deep learning pour détecter automatiquement des défauts dans des tomographies 3D. Donc effectivement, c'est très en vogue en ce moment, c'est utilisé dans quasiment, je pense, tous les domaines. Merci beaucoup. Question de Jean-Yves. Peut-on envisager une détection et localisation de composants métalliques dans l'élastomère par ultrasons avec transducteur à couplage aérien? Ça, c'est pour oui. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Alors, sachant que les technologies aériennes que j'ai présentées sont surtout utilisées en transmission. Donc, il faut avoir les deux conditions pour appliquer les ultrasons, que la pièce ne soit pas de géométrie trop torturée. C'est-à-dire, si c'est des pièces de forme évolutive, par exemple un corps de vanne en composite, ça existe, ça va être compliqué. Mais sur des pièces de forme simple, oui, absolument, on peut le faire avec du couplage aérien. Le couplage aérien n'est pour l'instant quasiment pas utilisé en mode échographie, c'est-à-dire un ou deux capteurs d'un seul côté de la paroi. Il y a quelques applications, mais c'est plutôt rare. Merci. Lilian, tu avais une question?
Oui, alors moi j'avais une question autour de l'émission acoustique. En fait, j'avais noté au cours de l'exposé de Philippe Duvauchel, par rapport au phénomène non stationnaire, je me suis posé la question, est-ce que du fait de l'électrification des véhicules de plus en plus prégnante, que ce soit les hybrides ou carrément les véhicules électriques, est-ce que ces phénomènes non stationnaires seront plus importants que par le passé avec des moteurs thermiques? Enfin, j'essaie de voir s'il y avait un lien particulier, si on risquait d'avoir de plus en plus recours à l'analyse fine de ces phénomènes non stationnaires, quoi. Pour l'émission acoustique ou les machines tournantes? Pour les machines tournantes, pardon. Ah. Oui, pardon. Que ce soit que le mode de transmission soit électrique ou thermique, de toute façon, il y aura tout le temps des pièces en rotation, Ouais. il y aura tout le temps des boîtes de vitesse, il y aura tout le temps des roulements. Voilà, donc, à mon avis, il y aura forcément, si on part du point de vue acoustique, il y aura des signatures acoustiques qui vont être différentes parce que le bruit d'un moteur électrique et le bruit d'un moteur thermique ne sont pas les mêmes. Mais dans le principe d'analyse des signaux, ça reste quelque chose de relativement équivalent. D'accord. Ok, donc on risque d'avoir les mêmes problématiques entre guillemets. En tout cas, le fait de passer à l'électrification des véhicules, on va retrouver oui, absolument. nos signatures particulières. Ok. Merci beaucoup. Je vais prendre une autre question qui était pour Henri. Pourquoi ces techniques n'apparaissent que maintenant dans l'industrie alors qu'elles sont déjà présentes dans le médical? Alors, les technos qu'on a présentés, en fait, elles ne sont pas apparues d'un seul coup ces dernières années, mais simplement, les ultrasons multi-éléments, il y a bien une vingtaine d'années. La tomographie de rayon X, ça existe depuis les années 80 ou moins, mais simplement, là, elles se généralisent. Elles deviennent de plus en plus diffusées. Elles sont de plus en plus diffusées. Alors, ce qui se passe, ce qui est clair, c'est que dans le médical, on a affaire, le corps humain est identique, quel que soit l'endroit où on se situe dans la planète. Et donc, on a plusieurs milliards de candidats potentiels au scanner qui sont identiques. Et pareil pour les ultrasons multi-éléments. Les scanners ultrasonores, les appareils qui servent à faire de l'échographie ultrasonore, ils peuvent être utilisés par les médecins n'importe où dans le monde. Pour les pièces mécaniques, on a par contre une variabilité des composants qui est très très grande. La forme, la nature des matériaux, composites, élastomères, acier, cuivre, on a une variété extrêmement grande. Les formes des pièces sont très variables et donc on a beaucoup plus de mal. Les industries ont beaucoup plus de mal on ne peut pas utiliser des méthodes standards. Et à chaque fois, on est obligé de refaire des études, des essais pour vérifier que le contrôle est réalisable. Ce n'est pas du tout la préoccupation des médecins. Eux, ils peuvent utiliser le même appareil n'importe où sur les patients. Donc, c'est pour ça qu'il y a un effet d'échelle dans le domaine médical qui fait que les équipements ont été diffusés industriellement bien avant qu'on le fasse dans le domaine industriel. Donc, Philippe, pour un complément sur cette question. Oui, je pense que, comme l'a dit Henri, effectivement, ces technologies, elles existent. C'était simplement une question de coût, je pense, et puis aussi d'enjeu. C'est-à-dire que maintenant, l'enjeu dans l'industrie, c'est de fabriquer avec une qualité et une fiabilité qu'il faut pouvoir démontrer. Donc forcément, pour pouvoir démontrer cette qualité et cette fiabilité, il faut être en mesure d'apporter tout un ensemble de contrôles. Et le contrôle non destructif, bien souvent, c'est le plus adapté pour démontrer cette sécurité. Tout à fait. Merci de ce complément. Donc, il restait 2 questions. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions en plus. Donc, une question sur est-ce que l'imagerie 3D va se généraliser? En tout cas, c'est la tendance. Ça paraît très élégant quand même d'avoir des images en 3D, évidemment. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas oublier le côté négatif. Je n'ai pas envie de noircir le tableau, mais il faut avoir conscience de ces éléments-là. Quand on fait une tomographie 3D, ça peut être plusieurs gigas de données numériques. Et si ces données, dans certaines industries, on doit les conserver pendant plusieurs dizaines d'années, vous imaginez la quantité de données que ça va faire au bout d'un moment. Et qui plus est, le stockage des données est un problème, mais également de retrouver les données qui ont été stockées. C'est-à-dire que si je fais une tomographie aujourd'hui, je dois être capable, dans 20 ans,
d'aller retrouver qu'est-ce que j'ai fait, sur quelle pièce, dans quelles conditions, etc. Et donc là, il y a des gros enjeux justement sur ce qu'on appelle le data mining, l'exploration ou la fouille de données pour aller rechercher des informations dans des quantités de données qui peuvent être astronomiques. Et l'existence commerciale des supports physiques de stockage, qui n'est pas garantie. En plus, oui. Merci beaucoup pour ces retours. Et donc, dernière question, quel positionnement de ces technologies pour l'industrie 4.0 ou l'Internet des objets? Alors là, effectivement, c'est toutes les technologies dont on a parlé aujourd'hui, potentiellement vont s'intégrer dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0 ou l'industrie du futur. Et effectivement, ça aussi, ça va être un enjeu très fort dans les prochaines années. On a parlé justement de la possibilité de certaines techniques, est-ce qu'elles soient automatisables? Certaines ne peuvent pas l'être ou le sont plus difficilement, mais l'automatisation de certaines techniques, justement, va permettre l'intégration de ces technologies dans l'industrie 4.0. Et en ce moment, il y a effectivement énormément une activité très forte sur la démocratisation, on va dire, de l'intégration des CND dans l'industrie et dans l'usine du futur. Alors, le CND, il est dans la dynamique SHM, Structural Health Monitoring, c'est surveillance des structures. Il y a des groupes de travail qui sont actifs sur le sujet, en particulier un qui a été initié par la CoFREND en collaboration avec le CEA et le CETIM également, Presend. Donc, il y a des séminaires tous les ans à Saclay sur le sujet de la surveillance des structures par les moyens de contrôle et contrôle non destructif. Il y a une présence industrielle importante à des grands donneurs d'ordre, à ces manifestations qui témoignent de l'intérêt des industriels pour le sujet. Maintenant, est-ce que les industriels sont prêts à investir massivement pour suivre leur structure? Ça, c'est un autre problème. Parce que ça implique des coûts, ça implique, lorsque vous voulez surveiller une structure, vous pouvez multiplier le nombre de capteurs, mais après, il faut traiter les informations, les stocker, les analyser, et tout ça a un coût. Donc, toutes les industries ne sont pas encore là-dessus. C'est plutôt l'aéronautique qui est plutôt dynamique, mais les industries mécaniques dans leur ensemble sont en train d'initier ce mouvement. Alors, je vous donnais quelques pistes positives des groupes de travail industriels. Restrictions, est-ce que tout le monde est prêt à investir là-dedans? On ne sait pas. Par contre, le CETIM s'est positionné sur ce sujet, ça c'est très clair. On est largement positionné sur la numérisation et l'utilisation des numérisations des signaux, l'exploitation de la data. Ça, c'est quelque chose que l'on fait en liaison, bien sûr, avec nos cotisants et aux demandes ministérielles. Un point important quand même, qui est notable, c'est que il y a quelques années, tout ce qui était surveillance des structures était un sujet assez universitaire, au sens, c'est pas péjoratif dans la bouche, c'est-à-dire au sens de non appliqué couramment sur site. Il y a une évolution maintenant, il y a déjà des systèmes de suivi de structures, par exemple suivi de l'épaisseur des structures, l'épaisseur des tuyauteries à chaud, qui se fait de manière industrielle dans plusieurs usines aux États-Unis avec des équipements disponibles sur le marché. Et où d'ailleurs le modèle économique du développeur de la solution n'est pas de la vente de matériel, mais de la vente, de la location de points de mesure. Ce qui est c'est une philosophie tout à fait différente. Donc il y a une évolution, et ça, je connais plusieurs industriels dont General Electric, mais il n'y a pas que, qui développent cette solution de monitoring à distance des structures à travers collecte de l'information, traitement, transmission et analyse à distance de l'information. Il n'y a pas que General Electric qui fait ça. Ça, c'est un signe de dire que l'Internet des objets est en train le contrôle est en train de mordre et d'intégrer l'Internet des objets.
Merci beaucoup, Henri. On n'a pas d'autres questions sur le chat, donc je vous propose, parce qu'on est bien en retard par rapport à ce qui avait été envisagé, de finaliser, simplement revenir sur la conclusion de Lilian et puis la présentation des journées techniques. Voilà, donc je voulais juste donc déjà remercier Henri du CETIM à Senlis et Philippe Duvauchel ici au LVA, à l'INSA, de leur intervention qui était vraiment très exhaustive et pointue. Je pense que tout le monde a eu des informations au cours de ce webinaire. Mais pour aller un peu plus loin, ce que je vous propose, c'est de vous inviter pour 2 journées techniques à venir au mois de novembre. Donc, une journée technique en région Auvergne-Rhône-Alpes, là, le 28 novembre, dans le cadre d'une semaine de l'innovation sur le campus de l'Adois, pour venir nous rencontrer, rencontrer nos experts, les démonstrateurs, peut-être visiter des plateformes, on verra si on a le temps. Et de la même façon, une autre journée technique en Ile-de-France, cette fois-ci au CETIM, à Senlis. Donc, une date à préciser, donc fin novembre. Donc, voilà, je vous propose de vous inviter tous, étant donné que vous avez laissé vos adresses e-mail, à ces journées techniques avec le programme un peu plus détaillé. Merci à vous. Marie. Merci Lilian. Et puis simplement, peut-être, on vous fera une version des slides diffusable. Avec ce que vous n'avez pas pu voir sur les animations et puis la partie également du CETIM. Voilà, écoutez, il y a aussi un enregistrement qui a été fait de ce webinaire, si vous souhaitez le revoir. Et puis, on vous dit à bientôt pour des sujets de ce type-là en webinaire. Merci à tous de votre participation. Merci bien. Très bonne journée à vous. Merci, au revoir.